Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Bonsoir les oursons, les oursonnes, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a bien démarré. Si c'est pas le cas, courage. Aujourd'hui, nouveau deck. Nouveau jour, nouveau deck. On est sur un deck aventure aujourd'hui. On va se lancer dans une nouvelle mécanique encore. Mais c'est aussi un petit peu ça, le principe du Magic Tober. Du coup, je vais décaler ça histoire de pouvoir vous voir, c'est quand même mieux. On va bien sûr lancer l'onglet que cette fois j'ai pas lancé à l'avance parce que une fois de temps en temps j'aime bien me mettre dans la sauce, parce que pourquoi pas. Hop, voilà. On va bien évidemment basculer. Non, j'ai dit ça. On va bien évidemment basculer là-dessus. J'ai toujours pas refait cette putain de transition, faut que je le fasse. Et on va aller là-dedans. Qu'est-ce que l'aventure? Là encore, petit peu de remise de contexte, même si l'aventure a été rééditée récemment, donc vous devriez être un petit peu plus nombreux à savoir ce que c'est. Pour ceux qui l'ignorent encore, l'aventure est une capacité qui prend un morceau de la carte, quelque part. Je vais vous montrer pour que ce soit plus clair. L'aventure, c'est ça. L'aventure, c'est ce petit morceau de la carte qui prend un quart du carton. Et le principe, c'est que lorsqu'on a, donc, par exemple, Belluda Grand Squall, pour prendre cet exemple-là, lorsque je l'ai en main, j'ai deux choix possibles. Soit je vais jouer Belluda Grand Squall pour son prix de 3, donc un vert, un bleu et un rouge. Soit je vais jouer Six Thrills pour 5, dont un vert, un bleu, un rouge. Si je joue Belluda Grand Squall, simplement, elle arrive en tant que créature, elle a le piétinement et une capacité. Et j'ignore complètement son côté aventure, son petit quart aventure. Si je décide de jouer l'aventure, je vais donc faire uniquement cette petite zone en bas à gauche. Donc en l'occurrence ici, meulez cette carte, puis mettez toutes les cartes avec des aventures parmi les cartes meulées dans votre main. Et ensuite, Belluna va partir à l'aventure. Je vais donc l'exiler avec un jeton particulier. Est-ce que j'en ai un qui traîne là ou pas du tout? Non, ça c'est que des codes usagers. Pour Arena. Et je crois que j'en ai pas là-dedans. Non, j'en ai pas. J'ai jamais ce que je cherche quand j'en ai besoin. C'est quand même terrible. Tant pis. Donc en gros, c'est un petit jeton que Magic a fait pour pouvoir signaler de quelle zone d'exil est concernée. Donc on l'envoie en exil en aventure. Une sorte de variante de l'exil un peu spéciale. Et l'idée, c'est que toute carte qui est dans l'exil aventure peut être jouée depuis cet exil, à tout moment où elle peut être jouée normalement, uniquement dans la grande partie, la partie qui occupe les trois quarts de la carte. Donc, je vais hop, vous faire un joli petit schéma paint parce qu'on adore les schémas paint. Globalement, l'idée, c'est que zou, soit diminuer un peu que ça, un peu ça. Soit je joue ça directement sur le champ de bataille. Voilà. Hop là. On va dire ça et puis play. Soit je joue directement ça. Et juste dans ce cas-là, je vais purement et simplement ignorer couleur unique. Je vais purement et simplement ignorer cette partie-là. J'ai juste une carte comme ça. Soit je vais jouer l'aventure, auquel cas, hop là, évidemment, on va même prendre le crayon, tac, auquel cas, je l'envoie en aventure, donc je vais jouer uniquement, hop là, cette partie-là de la carte, voilà, je vais jouer uniquement cette partie-là de la carte, ensuite, on va essayer de choper le jeton aventure, tiens, pour se marrer un peu. Mince. Je peux avoir le token aventure. Euh...
Est-ce que je l'ai là? Ah, il veut pas me le... Il n'existe pas sur Skyfall, d'accord. On va aller chercher, c'est pas grave. Voilà. Voilà. En aventure. Est-ce qu'on peut l'avoir en français? Ce serait marrant. Voilà. À l'aventure. Nuage. On va revenir sur notre schéma. Soit je suis à l'aventure. Compagnon. Voilà. Et donc, du coup, ma carte originelle, là, va être en aventure, en attente, dans l'exil. Et une fois qu'elle est dans l'exil, je ne peux plus du tout jouer ça. Et dans ce cas-là, je peux par contre, depuis l'exil, la mettre en jeu en tant que créature, en tant que Belluna Grande Squall. Ce sont globalement les deux manières de jouer l'aventure. Voilà. Tac. Et tac. Ouais, trop près. Et voilà. Ce sont globalement les deux manières de jouer l'aventure et les deux manières d'appréhender cette mécanique. Et après, bien évidemment, il va y avoir tout un tas de petites réactions à l'aventure, de petites réactions au fait de jouer des sorts, etc. Puisque jouer un sort puis le faire partir à l'aventure, ça compte comme jouer un sort, ça compte comme une carte qui part à l'exil, ça compte, etc. comme plein de choses. Donc après, on peut avoir des réactions plus ou moins en fonction. Voilà. Donc ça, c'était pour le schéma explicatif. Hop, je vais le garder dans un coin, ça peut servir. Alors voilà. Après, il y en a qui sont amusés à faire des tokens en aventure pour pouvoir voilà, faire ça très propre. Le jeton est très joli. Il est sur Etsy à 3,57 apparemment. Bref, on n'est pas là pour faire de la pub. Et j'ai perdu mon Skyfall. Rendez-moi mon Skyfall. Donc, les critères habituels. On joue sur papier et on ne veut pas de spoiler de la nouvelle extension. Et le principe, c'est qu'on veut tout ce qui va parler d'aventure. Donc, vous allez me dire, il n'y a pas l'air d'y en avoir beaucoup d'aventures. Bah normal, parce qu'en fait j'ai demandé ce qui parle d'aventure. Si je voulais les sorts avec l'aventure, c'est un type. Parce que le rituel, à chaque fois, le rituel ou l'éphémère en bas à gauche, a le type aventure. Et là j'en ai 110, ce qui est une grosse quantité. Donc comme il y en a beaucoup, je vais me concentrer d'abord sur les réactions à cette aventure. Et donc bêtement, on va commencer par tout mettre, le terrain évidemment aussi, pour pouvoir regarder quelles sont les couleurs les plus représentées et donc les plus utilisables. Parce que ça, malheureusement, je peux pas utiliser MTG pour avoir, enfin le wiki de MTG pour avoir cette information, puisque je ne cherche pas à savoir combien de cartes ont l'aventure. Je cherche à savoir combien de cartes font de l'aventure. Alors par contre, on va faire un léger tri. Parce que visiblement, il y en a qui ont aventure dans leur nom. Donc ça ne compte pas. Ça ne compte pas. C'est vrai, il peut y avoir aventuriers dans le nom, mais qui réagissent quand même aux aventures, hein. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Bon. Aucun de ceux qui avaient aventure dans le nom ne réagissait à ça. Voilà. Donc, si je viens trier ça par couleur. Alors, du blanc et du noir, on en a qu'un seul. Donc en vrai, ça n'a pas l'air hyper rentable. On va quand même. C'est quoi? On va quand même aller chercher le wiki pour avoir quand même les ratios. Histoire de. Ça peut servir. Donc, c'est majoritairement du blanc, du bleu. Non, pardon, majoritairement du vert. Majoritairement du vert et juste derrière du blanc et du bleu. Donc potentiellement du bant, comme on a fait hier, donc les mêmes couleurs qu'on a fait hier. Ou alors du Célestia ou du Simic. Parce qu'il y a quand même un petit peu de Célestia là. Qui est un truc à tenter.
Euh, alors, donc j'ai un Célestia là, effectivement. Là, j'ai un Bant. Là, j'ai un Témur. Et là, j'ai un Isette. Alors, déjà, il y a peut-être beaucoup de blanc, mais du noir, enfin du blanc et du noir là, pour l'instant, en réaction aux aventures, j'en ai pas beaucoup. Du rouge, j'en ai un petit peu, mais des aventures en rouge, je vais pas en avoir des masses. Et pareil, le noir est un peu en arrière-plan avec le rouge. Donc on peut se dire que c'est des couleurs qu'on abandonne, le noir comme le rouge. Si j'abandonne le rouge, j'abandonne évidemment Lausanne et Belluna, puisqu'ils font des parties des couleurs que je ne garde pas. Et donc la question c'est si je fais du Bant ou si je fais du Simic ou du Célestia. Alors, ce qu'on va faire, on va faire avec le type aventure, avec du vert dans leur prix. Donc j'ai le Témur, on a dit on l'oubliait. J'ai un Célestia et un Simic. J'ai aussi un Grul, mais on l'ignore. Et un Golgari, mais on l'ignore aussi. J'ai un Célestia, crée du jeton, et un Simic. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, on va regarder déjà ce qu'il y a qui interagit avec les aventures parmi ce qu'on a ramassé. Ça peut peut-être nous aider un peu mieux. Donc déjà, Gorion permet de copier l'aventure. Ça, c'est fun. Ça, c'est très très fun. Ça, il se booste à chaque fois qu'on lance un sort de créature qui a une aventure. C'est pas mal, mais c'est moins bien. Et bonsoir DualShock, bienvenue sur la live. On fait un deck aventure aujourd'hui. Ça permet de copier une aventure dès qu'on la lance, ce qui est pas mal. Ça, c'est un terrain qui permet de renvoyer une aventure depuis le cimetière sur le champ de bataille. Enfin, dans la main, pardon. Ce qui est pas mal, mais en vrai, pas décidant là-dedans. Vu qu'il faut le sacrifier. Alors, je te conseille de regarder Audric, une mythique Orzhov de Strixhaven. Alors, on va jeter un oeil, mais je pense que je sais déjà ce que je vais te répondre. C'est Auric. Non, c'est ça. Extus Auric Overlord. Ah non, c'est pas Auric, c'est Audric avec un C. Je crois que je sais à qui tu fais allusion. Ah non, Audric, lui. Il est de Ravnica. Donc non, c'était bien ce Auric là. Auric Overlord. Tu t'es tué. Ouais, c'est ça, Auric Overlord. Quand vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, renvoyez une carte non légendaire de créature depuis votre cimetière dans votre main. Alors effectivement, ça marche très bien. Mais en gros, pour l'instant, ça c'est le genre de choses que je vais aller chercher. Alors j'avais prévu d'aller chercher dans Strixhaven, mais dans un second temps. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur l'aventure en elle-même. Oui, tu peux récupérer tes aventures à l'infini. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur l'aventure en elle-même, les réactions aux aventures, et après on élargira sur la réaction aux créatures et aux sorts éphémères et rituels. Pas de soucis, DualShock. J'espère que ta journée s'est bien passée en tout cas. Du coup, donc Sentinel of Lost Lore. Quand tu entres sur champ de bataille, on peut renvoyer une carte ciblée que vous contrôlez en exil qui a une aventure dans votre main. Mettre une carte ciblée qu'on ne contrôle pas, enfin dont on n'a pas la propriété en exil qui a une aventure dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Ou exiler le cimetière du joueur adverse. Bon, ça peut être pas mal, on peut récupérer une aventure déjà jouée. Le trèfle est tellement fort pour ça. Oui, le Lucky Clover est incroyable. Le Mosswood Dread Knight. Alors, il a une aventure qui fait piocher une carte. Mais surtout, quand il meurt, je peux le lancer depuis le cimetière en tant qu'aventure. Enfin, pour son aventure. Donc je peux lancer son aventure depuis le cimetière. Ce qui est excessivement fort. Le truc, c'est que lui, on va le mettre en sideboard.
parce que pour l'instant, c'est pas les couleurs qu'on joue. Donc, voilà. Le Howling Gale Fang a la célérité tant que vous contrôlez une carte en exil qui a une aventure. Donc, il faut le jouer au bon moment. Quand vous lancez un sort de créature qui a une aventure, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est moins bien que le Vandermar, vu que c'est que jusqu'à la fin du tour et c'est pas un marqueur, mais c'est pas mal. Ça reste intéressant. Lorsque vous lancez un sort de créature qui a l'aventure, piochez une carte. Ça par contre c'est hyper drôle. En plus, comme il arrive en premier, enfin comme il arrive tour 1 potentiellement, il permet vraiment d'enchaîner. Cheval est pas super top, après c'est toi qui vois. Alors je reviens sur ton truc dès que j'ai terminé de regarder les cartes DualShock, parce que pour moi le problème est plus large. Alors, Storyteller Pixie. Quand vous lancez un sort d'aventure, piochez une carte. On adore. En lien avec le Edgewall Innkeeper, ça peut permettre de piocher quand on lance l'aventure, puis quand on lance la créature qui a l'aventure, on repioche. Ça fait un bon combo. Même si il faut payer 4 pour la jouer, donc c'est un peu chiant, mais ok. Sailorman pour 9. Wow. Ce sort coûte 1 de moins pour chaque carte que vous contrôlez en exil et dans votre cimetière, qui est un éphémère, un rituel, ou qui a une aventure. Et il a la parade 4. Donc c'est fort. Tavernier est un monstre presque plus important que le trèfle. Oui. Donc le Sailorman, il est cher, mais potentiellement il peut coûter vraiment pas cher. Et donc, si on s'arrange bien, on peut poser une 7-7 parade 4 pour 2. Ce qui est hyper fort. Chancellor of Tale, qui est sorti récemment, lorsque vous lancez un sort d'aventure, vous pouvez le copier et choisir une nouvelle cible pour la copie. Donc là encore, de la copie, comme le Lucky Clover, on aime. C'est plus cher que le Lucky Clover, mais c'est aussi une 2-3 vols en plus, donc c'est pratique. Candlekeep Inspiration, jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de XX, où X est le nombre de cartes que vous contrôlez dans... en exil et dans votre cimetière qui sont des éphémères, des rituels ou qui ont une aventure. Donc ça c'est pas mal. Après, à jouer de manière un peu spécifique, parce que ça coûte cher, tu peux le jouer qu'en rituel, et il faut avoir déjà une compo spécifique par rapport à ton board. Donc c'est un peu moins bien, mais ça peut servir. Et Mysterious Passlighter, chaque créature que vous contrôlez qui a une aventure entre sur champ de bataille avec un marqueur additionnel +1/+1 sur lui. Fun. D'ailleurs, je t'écoute DualShock, d'ailleurs. Le temps que tu tapes ça, je vais rebondir sur le cheval pas super top. Alors oui, le cheval est peut-être pas super top, puisque c'est... Mais ce qu'il faut voir, c'est que déjà, de base, la carte en elle-même, c'est une 3-3 pour 3. Donc de base, elle est équilibrée. Et ensuite, je vais pas dire à chaque fois que je respire avec le deck aventure, mais à chaque fois que je fais quelque chose avec mon aventure, que je le fais fonctionner, il se booste de manière permanente, vu que c'est des marqueurs +1/+1. Ce qui est, je trouve, bien plus intéressant qu'une 2-2 pour 2, qui est équilibrée aussi, mais qui ne gagne un boost que de manière temporaire. Tu sais qui sont les meilleurs joueurs d'aventure? Au hasard, je dirais les joueurs IZ, parce qu'ils sont habitués à gérer de l'éphémère et du rituel comme des andouilles. Mais à voir. D'ailleurs, j'avais pas mis de musique. Ouah, on se calme la musique. Je suis en train de vous exploser les oreilles. Alors, on réessaye comme ça. C'est mieux. Désolé pour vos oreilles. Voilà. Les filles de joie, elles ont beaucoup de... Oh. Tu as... Alors, la vanne est valide, mais elle était peut-être un peu facile. La blague, pas la... Enfin, si aussi, mais... T'as compris. T'as compris. Bon, puis ouais, je vais le garder... Si, je vais le garder quand même sous mon nez. Parce que... Mais je pense pas que je recevrai ma commande. Je sais pas si vous avez fait les commandes Just Eat récemment, mais moi, c'est la deuxième fois en 48 heures que je commande, et 2 fois que j'ai pas ma commande. Donc ça fatigue un petit peu. Du coup... Alors du coup, c'est embêtant là, le blanc, parce que... Il est vraiment bien. Parce que le marqueur +1/+1 additionnel sur tout ce qu'on pose, c'est vraiment cool. Mais... Le blanc, malheureusement, c'est la seule carte blanche qui réagit à l'aventure. Néanmoins, si on regarde là, on sait que l'aventure, enfin le blanc, est une des couleurs les plus présentes dans l'aventure après le vert, et au même niveau que le bleu.
Sachant qu'en plus, le blanc nous permettrait, si on garde le blanc, on peut jouer Vandermar et Gorion. Donc là, le blanc typiquement est sur la sellette en fonction de ce qu'on va avoir comme aventure. S'il y a des aventures blanches qui sont vraiment très intéressantes, on va jouer Bant. Sinon, on jouera peut-être plus Simic. Dans le principe. Du coup, évidemment, c'est parti pour les aventures. C'est parti pour l'aventure. ID Bant. Voilà. Donc, alors il y a 64 résultats, ça fait beaucoup, c'est vrai. Mais, évidemment, comme d'habitude, on va faire un peu de tri. Alors, Animating Ferry. Alors ça anime un artefact, et ensuite ça fait juste une de vol. C'est marrant, mais on n'a pas prévu de jouer artefact spécifiquement, donc ça nous intéresse pas. Aquatique Alchimiste. Alors, Aquatique Alchimiste, c'est marrant, pourquoi? C'est marrant parce qu'il va gagner plus 2, plus 0 dès que tu lances ton premier éphémère ou rituel, sachant que les aventures sont des éphémères ou rituels. Le seul problème de cette carte, c'est que l'éphémère ou rituel qu'on peut récupérer dans notre cimetière avec son aventure, ça ne peut pas être un sort d'aventure. Parce que les sorts d'aventure, lorsqu'ils sont au cimetière, ils ne sont pas considérés comme des éphémères ou des rituels. Ils sont considérés uniquement comme leur type principal, donc là des créatures. C'est pour ça que le cheval est bof, en blanc tu n'as pas de truc fou, là où le bleu-vert est plus efficace. Alors, j'ai envie de te dire que je suis pas d'accord grâce à la prochaine carte. Ardenval Tacticien. Alors déjà, la carte qu'on a là qui dit que dès que j'ai une créature aventure qui arrive, elle arrive avec un marqueur +1/+1, ce qui est très appréciable. J'ai Gorion Wise Mentor qui me permet de copier toute aventure que je lance, ce qui veut dire que si j'ai aussi mon Lucky Clover, je fais 2 fois la copie. Je parle du premier Eldraine, le nouveau je ne sais pas. Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est le premier Eldraine, le Mysterious Pathlighter. Hein. Et pareil, Ardenval Tacticien, c'est le premier aussi. Et on a une 2-3 vol pour 2, avec en aventure quelque chose qui engage 2 créatures ciblées pour 2, en éphémère, ce qui est extrêmement bien en termes de rentabilité. Le Beanstalk Giant, alors lui, il permet d'aller chercher un terrain pour le mettre sur le champ de bataille dégagé, pour 3 seulement, ce qui est pas mal, et pour 7, si par contre est très cher, mais il a la force et une endurance égale au nombre de terrains que vous contrôlez. Ce qui veut dire que théoriquement, si vous avez réussi à le sortir, c'est une 7-7. C'est plutôt une bonne nouvelle également. Mais lui, on va le mettre en sideboard parce que là encore, l'équilibre va varier en fonction de comment on joue le truc. Beanstalk Wurm. Vous pouvez jouer un terrain additionnel ce tour-ci. Ça c'est fun. Mais il faut avoir des terrains prévus, mais ça peut être fun. Portée 5-4 pour 5. Bah en vrai, oui. Parce que je sais pas si on va avoir beaucoup de vol, donc ce serait bien qu'on ait un peu de portée qui dépasse. Belluna Gatekeeper. Renvoyez les créatures ciblées que vous ne contrôlez pas avec une valeur de mana de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. C'est pas mal, mais il y a trop de cas où ça sert pas à grand chose. Enfin, où c'est pas hyper fort. Et 6-5 pour 6, c'est pas mal, mais si l'aventure est pas mal, enfin, elle est pas folle, on va pas garder la créature avec non plus. 3-3 pour 4, donc ça c'est un peu cher, et ça crée un jeton royal, de rôle royal. Ça va pas trop... En fait, le problème c'est que le jeton royal, on va pas trop interagir avec, dans ce deck en tout cas, donc ça va pas être pertinent. Hippogriffe béni. La musique est un poil forte, pas de soucis, je baisse ça tout de suite. Dis-moi si c'est mieux comme ça, mon cher Dual. Hippogriffe béni. La créature ciblée est indestructible jusqu'à la fin du tour pour un blanc en éphémère. Incroyable. 2-3 vols pour 4. Quand il attaque, la créature attaquante ciblée sans le vol gagne le vol jusqu'à la fin du tour. Fun. Très fun. Peut-être pas le plus gros power move du deck, mais il est bien. Elle couvre encore pas mal ta voix. Ah! En même temps, c'est une musique très joyeuse et très entraînante. On va lui mettre un sérieux coup de collier dans la gueule. Là, ça devrait être normalement beaucoup mieux. Hop. Si tu peux me confirmer ça, Dual. Bab Bibobu, 1, 2, 3, 4. Hop, j'en profitais pour attraper un bouet. Parce que la soif, c'est chiant.
Hop. Bon, en attendant que tu trouves. Bien. Impec, merci. Bramble Familiar. Alors lui, on va énormément l'aider, puisque... Alors, son aventure est un petit peu dangereuse à lancer, mais en tant que créature, il va nous permettre de générer du mana. Ce qui est très très intéressant. L'équilibrage entre les deux est un peu problématique, mais ça veut aussi dire qu'il peut être utile à long terme, en fonction de quand est-ce qu'on pioche dans la partie, ce qui est cool. Brazen Borrower, ah oui. Brazen Borrower qui a un peu retourné le metagame quand il était sorti à l'époque d'Eldrain. Pour 2, en éphémère, on peut renvoyer un permanent non terrain ciblé qu'un opposant contrôle dans la main de son propriétaire. Et pour 3, on a une 3-1 flash vol qui bloque que le vol. Ah, attendez 30 secondes. Ouais. Bon, bah j'ai reçu ma commande, mais je l'ai reçue froide. Donc va falloir que je réchauffe ma commande. Ça me fait chier, mais bon. Super. J'adore commander un burger pour qu'il aille froid. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ça. On va se débrouiller autrement. On verra ça après le live. Donc, Brazen Borrower. Donc, Brazen Borrower, très fort pour plein de choses, pour plein de raisons. Personnellement, je l'aime pas du tout cette carte. Pourquoi je l'aime pas? Alors, je ne suis pas compétitif, donc évidemment, il y a plein de choses que je considère différemment de la plupart. Donc, là encore, hein, faites-vous votre avis de votre côté. Burger maison, moins cher et meilleur. Oui, mais en fait, normalement, l'intérêt, c'était que ça arrive genre 3 quarts d'heure avant le live pour que je puisse manger en vitesse, parce que j'avais pas beaucoup de temps pour manger. Et donc, ça me permettait de gagner du temps sur ce que j'ai commandé dans le bus, etc. Machin, enfin, c'était plus pratique pour moi. Sauf que du coup, bah, la praticité, elle est un peu au chiottes. Voilà. Moi non plus, j'aime pas celle-là. Bah voilà. Parce que la remontée dans la main, c'est bien, mais ça veut juste dire que la personne va la rejouer. Donc pour peu que ça déclenche des trucs chez lui, c'est quand même plus l'aider qu'autre chose. Un truc qui peut bloquer que ce qu'il vole et qui fait 3-1, bon, voilà. Et surtout, une créature avec le flash qui peut bloquer qu'une partie des créatures d'en face, c'est quand même bien de la merde sur plein d'aspects. Alors autant sur quand j'avais mon deck peuple, enfin mon deck peuple fait que j'ai, à un moment il était orienté flash, donc cette carte était marrante dedans. Maintenant, si tu joues pas flash spécifiquement, elle est pas, enfin moi j'ai du mal à la trouver folle. Après peut-être qu'effectivement au format Commander il y a vraiment des trucs incroyables à faire, enfin au format tournoi je veux dire, il y a des trucs incroyables à faire, mais moi j'ai beaucoup de mal à m'attacher à cette carte. Ensuite, on a la Cheeky Housemouse. Alors déjà 2-1 pour 1, c'est hyper rentable. Rituel pour 1, la créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 et ne peut pas être bloquée par des créatures qui ont 3 ou plus en force. Trop marrant. Ça, typiquement, c'est à l'inverse excessivement fun. Colossal Badger. Badger. Quand il entre sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie et c'est une 6-5 pour 6. Hyper rentable. Et pour 2, choisissez une créature ciblée, meulez 4 cartes, puis mettez autant de marqueurs +1/+1 sur cette créature que de cartes de créatures meulées de cette manière. Ouais, alors son aventure est peut-être pas systématiquement utilisée, mais la créature en elle-même est très rentable. Bien qu'elle soit un peu chère. Crystal Dragon. Renvoyez un artefact, un enchantement ou une carte légendaire ciblée depuis votre cimetière dans votre main. C'est pas mal. Il y a des trucs marrants à faire. Vol Vigilance, 4-4 pour 6. C'est pas le pic de l'optimisation, mais le Robe de Horde peut être très utile. La Paire Curieuse, 1-3 pour 2 et créer un jeton bouffe pour 1.
Ça marche très bien. Dread l'énorme. Donc lui, c'est un autre dragon. 7-6 pour 7. Pour l'instant, ça va. Ne peut pas être bloqué par des créatures avec une force de 3 ou moins. Donc t'es obligé de sortir des gros trucs pour l'arrêter. C'est pas mal. Ça oblige l'adversaire à faire des trades. Et pour 4, en éphémère, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur la créature ciblée et dégagez-la. Elle gagne la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est énorme, ça. Je l'aime, celle-là, jolie. Ouais. Celle-là, elle est vraiment excellente, Dread l'énorme. Même si elle est dure à sortir, mais elle est vraiment sympa. Élusive hauteur. Ah, la loutre. La loutre que on retrouvera potentiellement dans un futur deck. Hein. Parce qu'on rappelle que... alors c'est quand déjà? Il y a bientôt le deck loutre. C'est quand déjà? C'est ça, le 19. Donc jeudi prochain, il y a un deck loutre, donc vous reverrez sans doute cette carte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Distribuer X +1/+1 parmi n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez. C'est cool. Prouesse, logique. Les créatures avec une force inférieure à celle d'élusive hauteur ne peuvent pas la bloquer. D'accord. Ouais, faut bien jouer le timing, mais c'est marrant. Bonne soirée et bon appétit, à la prochaine. Pas de soucis mon cher DualShock, bonne soirée à toi, et à une prochaine. Là, donc dragon d'émeraude, vol piétinement, il y a un i qui a glissé un peu. Vol piétinement 4-4 pour 6, c'est un peu limite en rentabilité. Pour 3 en éphémère, contrecarrer la capacité déclenchée ou activée depuis une source non créature. Alors ça c'est très spécifique, mais en vrai ça peut énormément aider. Et pour peu que tu aies un réducteur de mana, ça reste un peu rentable. J'ai oublié de mettre l'autre. Ethercap. 2-5 pour T pour 5. Ah, là on a des chiffres intéressants, même si 2-5 pour 5, ça pêche un peu. Et pour 3, je peux détruire une créature ciblée avec le vol. Bon, en vrai, ça nous permet de générer pas mal de vol, donc c'est pas mal. Fire of Wishes. Ah oui, alors ça, c'est une carte qui a failli défrayer la chronique, puis qui s'est cassé brutalement la gueule. Pourquoi? Parce qu'en fait, son aventure, le rituel pour 4, permet d'aller chercher une carte non créature en dehors du jeu, la révéler et la mettre dans votre main. Sauf que en commandeur, le dehors du jeu, donc le sideboard, n'existe pas. Il n'y a pas de sideboard en commandeur. Ce qui fait que on ne peut pas en commandeur la jouer à plein volume. Et comme actuellement dans la metagame Magic, commandeur a le vent en poupe quelque chose de dingue, forcément, ça s'est un peu cassé la gueule. Alors qu'en vrai, elle a un potentiel de taré. C'est une 1-4 pour 2 vol, ce qui est très acceptable. Et pour 2, et en défaussant 2 cartes, on peut la renvoyer dans notre main pour pouvoir rejouer son aventure plus tard. Trop marrant. La Fairy Godmother, une des rares peuples fées blanches, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, dont une qui est pas folle. 1-1 vol pour 1, très rentable. Pour 2 en rituel, la créature ciblée gagne plus de +1 et le vol. Que demander de plus? Ferocious Werefox. 4-3 piétinement pour 4. C'est ok. C'est limite, mais c'est ok. Pour 2, créer un jeton de monstre, de rôle monstre, attaché à la créature ciblée que vous contrôlez. Créature enchantée gagne plus 1 de piétinement. Et ben, là encore, comme pour le Besotten Knight, on n'en a pas trop l'usage du jeton, mais le Besotten Knight est pas rentable. Là où le Ferocious Werefox est rentable. Enfin, en tout cas, est rentable avec lui-même. Donc, on va pouvoir l'ajouter. Flaxen Intruder. 1-2 pour 1. Quand elle inflige de dommages de combat à un joueur, vous pouvez la sacrifier. Si vous le faites, détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé. Très rentable, parfait. Et pour 7, on crée 3 ours de 2. Ça pêche un peu. Ça, on va la mettre en sideboard parce que le problème, c'est que ça pêche un peu. C'est cher de faire les jetons. C'est plus cher que de réellement les faire autrement, ces jetons-là. Mais en même temps, son effet est cool. Donc, en fait, le problème, c'est réussir à justifier qu'elle est mieux qu'un éphémère qui casse des enchantements ou des artefacts. Sans avoir besoin de rien faire. Parce qu'il faut la sacrifier quand tu le fais, donc c'est un peu chiant. Donc, compliqué.
Géant galvanique, 3-3 pour 4. Quand vous lancez un sort qui a une valeur de mana de 5 ou plus, la créature ciblée... Oui, c'est ça. Engagez la créature ciblée qu'un opposant contrôle et mettez un marqueur assommé dessus. Pas mal. Ça en plus, du coup, ça peut arriver un peu souvent, notamment avec des grosses cartes comme le Welcome Home. Storm Reading, piocher 4, défausser 2. Donc du loot 1,5. Enfin, du loot 2 pour 1. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, et en plus, ça peut nous permettre d'aider à rentabiliser des grosses cartes comme les dragons, ou des gros sorts comme le Welcome Home ou le Grove's Bounty si on a mis beaucoup de X. Donc, on a un truc à faire. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais on a un truc à faire. Garenbrick Carver, 3-2 pour 4. Là. La créature ciblée gagne plus de jusqu'à fin de tour pour 2. Pas rentable. Le tueur de géant, 1-2 pour 1. Oui. Pour 2, engagez la créature ciblée. Oui. Détruisez la créature avec une force de 4 ou plus pour 3, en éphémère. Extrêmement oui. Gardien Naga. Alors 5-6 pour 7. Là, hein. Vigilance. Un peu mieux mais pas assez. Tant que c'est votre tour, prévenez tous les dommages qui devraient lui être infligés. Fun. Très très fun. Gros protecteur fun. Et pour 2, on peut exiler l'artefact ou l'enchantement ciblé. Parfait. On a une gestion avant d'avoir un super protecteur. On adore. Holo Scavenger. 3-2 pour 3. Ok. Pour 1, sacrifier une bouffe. Il gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Mais on peut le faire qu'une fois par tour. Donc ça devient une 5-4. Pour globalement 4. Plus une bouffe. Sachant qu'on peut créer le jeton bouffe pour 1. Qu'il est autonome de fonctionnement. Sideboard. Ça peut être pas mal. Après, comme pour l'instant on n'est pas centré sur la bouffe. Horned Lockwale. 6-6 pour 6. Flash para 2. C'est sympa. Quand il entre sur champ de bataille engagé, sauf si c'est votre tour. Bon. Ça peut pas avoir toujours des trucs cool, mais c'est pas mal. Pour 2, le propriétaire de la créature attaquante ciblée que vous ne contrôlez pas, met la créature attaquante en question sur le dessus ou le dessous de sa bibliothèque à son choix. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, la bestiole en elle-même est un peu dure à rentabiliser, donc faut voir. Le corps du Valhalla. Pour 2 et X, créer X soldats. Ok. Pour 2, c'est un artefact qui fait que la créature équipée gagne +1/+1 pour chaque créature que vous contrôlez. Ça peut être pas mal, surtout si t'as rentabilisé son rituel. Et sinon, ça reste bien. Hypnotic Sprite, 2-1 vol pour 2. C'est pas mal. Contrecarrer un sort qui coûte 3 ou moins pour 3 en éphémère. C'est ok. C'est la limite. Le Hypnotic Sprite, il est limite ok, mais il est ok. Illithid Harvester. 4-4 pour 5. Quand il entre sur champ de bataille... Excusez-moi, j'arrive pas à le lire, cet outil. Alors, quand il arrive sur champ de bataille, retournez n'importe quel nombre de créatures non jetons ciblées face cachée. Ce sont des créatures horreur 2-2. Enfin, horreur 2-2. Ça peut être pas mal avec des créatures qui ont l'ETB et qui sont faibles. Tu les transformes en horreur 2-2. Ça peut être marrant, ça. Pour X et 2, engagez X créatures ciblées. Elles ne se dégagent pas durant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Ça peut être fun. Ça peut être fun. Remarque. Sideboard. Et coucou Skyla, bienvenue sur le live. Illithid Harvester, peut-être pas, on n'est pas sûr. Et salut à Kaizorak. Installe-toi confortablement, bienvenue sur le live. Aujourd'hui, on fait un deck aventure. À l'aventure, aux compagnons, nous irons jusqu'à l'horizon. Je suis parti vers l'horizon. Alors, Intrépide Trufflesnoot. 3-1 pour 2. Répartition ok, mais un peu léger. Quand il attaque seul, créez un jeton bouffe. Ah. Vous savez quoi on va faire? C'est quoi le principe? Désolé si c'est déjà dit. On l'a dit, mais beaucoup plus tôt, bien avant que t'arrives, donc ne t'inquiète pas, je vais en profiter pour le réexpliquer. Je vais juste déplacer un truc. Voilà. On va mettre tout ce qui concerne la bouffe dans le maybe board, comme ça, si jamais il y en a assez, on pourra l'intégrer, sinon on n'intégrera pas. Alors, l'aventure, le principe, c'est de prendre
des créatures partielles. Voilà, par exemple Balena. Et en fait, ces créatures vont avoir un sort intégré à la créature, en gros. Donc là, on a Sick Trills. Est-ce que je peux l'avoir en français? Ce serait fun. Ce serait gentil et tout plein. Je peux pas l'avoir en français? Je vais me faire voir? Je vais me faire voir. C'est pas grave. Tant pis. On va faire la belle illustration pour la peine. Et le principe, c'est qu'on joue soit ce petit quart de carte, soit la grande partie. J'ai fait un petit schéma pour vous montrer ça. Pour Belluna Grand Squall, quand je l'ai en main, j'ai deux possibilités. Soit je joue la créature Belluna Grand Squall, qui me coûte 3, qui est une quête 4 piétinement et qui a plein de trucs. Je la joue, on passe directement au champ de bataille. Ou alors, je vais jouer le petit quart en bas à gauche de la carte, donc qui est un sort à part. Ensuite, une fois que ce sort est résolu, la carte part en exil, elle part à l'aventure, donc elle part dans une zone particulière de l'exil. Et une fois qu'elle est dans cette aventure, je peux, à tout moment où je suis censé pouvoir le faire, jouer la partie principale, donc la partie créature, depuis l'exil, directement sur mon champ de bataille. Voilà. Donc c'est une étape supplémentaire qui permet de jouer un sort. Sachant que, une fois que Belluna Grand Squall est en jeu, et sur le champ de bataille, je ne peux pas jouer son petit sort qui prend le quart en bas à gauche. Il n'est plus utilisable, il est neutralisé. Voilà, voilà. Hop. Sachant que, effectivement, c'est pas forcément une créature, la grande partie, ça peut être un équipement ou un enchantement. C'est juste jamais un éphémère ou un rituel, c'est tout. Et les aventures sont forcément des éphémères ou des rituels. En tout cas, jusque-là, ça a été que ça. Voilà, si c'est pas clair, n'hésitez pas à demander, à le dire, hein, je réexpliquerai ou je détaillerai au besoin. Ensuite, Carvanista Loyal Lupari. 5-5 pour 5, ok. Vigilance, piétinement, célérité, ok. Quand il attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque humain que vous contrôlez. Ah. On n'a peut-être pas tant d'humains que ça. Pour 2, les humains que vous contrôlez gagnent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ouais, alors ça, le problème, c'est qu'on a peut-être pas assez d'humains pour que ce soit pertinent. Donc on va le mettre en sideboard. On verra après. J'ai pas tout compris, mais pas grave. Je t'en veux pas, Skyla. L'aventure, c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est vraiment pas forcément simple à appréhender en expliquant comme ça. C'est souvent plus simple avec la carte devant soi et en faisant la manip. Lonesome Unicorn. 3-3 vigilance pour 5. Oh, la rentabilité qui est au chiotte. Pour 3, créer un jeton de 2 vigilance. Chevalier. C'est de la merde. En gros, c'est un effet supplémentaire mais qui permet de jouer la créa malgré l'utilisation de la carte autre que pour créa, plus tard. Je vais surtout voir la créa de carte ensuite. Il est vrai que on a du travail après. C'est vrai, Skyla. T'as fini de voir, Skyla? Alors, 5-5 pour 3. Ça, par contre, c'est fun. Elle ne peut attaquer que si vous contrôlez une créature 1-1, ce qui est très spécifique. Mais cette créature 1-1, il peut la produire. Mais on va quand même le mettre en sideboard parce que on n'est pas sûr d'avoir assez de créatures 1-1 pour pas risquer que ce soit difficile à sortir. Merfolk Secret Keeper, 0-4 pour 1. Ça, c'est pas mal comme défense. C'est même vraiment très bien. Le joueur ciblé et mêlé 4 cartes du dessus de sa bibliothèque sur son cimetière, donc meule de 4 pour 1, c'est trop bien cette carte. Je fais ce que j'ai pu, mais si t'as des questions, je pourrais y répondre, tout à fait. Le manuel des monstres, donc c'est un artefact pour 2 engagés, vous pouvez mettre une carte de créature depuis votre main sur le champ de bataille, et ça coûte 4 à poser. C'est incroyable. Ça, en fait, ça nous résout beaucoup de problèmes, potentiellement. Pour 3, meulez 5, puis renvoyez une carte de créature meulée de cette manière dans votre main. C'est pas fou, mais c'est pas mal. En fait, son principal effet reste tellement fort que c'est pas grave, en fait. Moonshade Pixie, 2-2 pour 4, vol quand elle entre sur le champ de bataille,
Piochez un nombre de cartes égal au nombre d'opposants qui ont reçu des dommages ce tour-ci. Pas fou. Pour 2, jusqu'à 3 créatures ciblées gagnent le vol jusqu'à la fin du tour. C'est fun, mais le reste de son effet est pas fou, donc on va passer notre tour. Wakam Ranger, on crée 2 jetons humains pour 4. 2-2 pour 4, et les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. La rentabilité est aux fraises. Au secours. Les attendants d'Obira, 3-4 pour 5 avec le vol. C'est un tout petit peu en dessous de rentable, c'est chiant. En vrai, je verrais plus les jumelles comme des tokens comme Yugin et Munin, mais avec Hilda, mais bon, on verra quand on en sera rendu là. On verra effectivement. Ça dépendra de ce qu'on trouve. Et son Desperate Pari. Créature ciblée gagne -4/-0 jusqu'à la fin du tour pour 2. Eh bah, c'est bien de la merde, hein. C'est bien de la merde. Gardien Pégase, 3-3 pour 6. Vol. Part pas hyper bien. Au début de votre phase de fin, si un partenaire que vous compterez à quitter le champ de bataille ce tour-ci, créez un Pégase. Alors ça va pas être notre mécanique. C'est fun, mais dans notre mécanique, ça va pas trop marcher en fait. Ça va plus marcher dans d'autres decks qui font du bump. Et pour 2, exilez la créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Ouais, donc on peut le faire au moins une fois, mais sinon, en vrai, c'est vraiment pas fou. Puis c'est cher pour pas grand-chose. Picklock Prankster, 1-3 pour 2, vol vigilance. Ah, mieux. Pour 2, meulez 4, puis mettez un éphémère ou un rituel ou une fée parmi les cartes meulées dans votre main. C'est pas mal. C'est pas mal. Pollen Shield R. 2-2 pour 2. Les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. Peut être pas mal. Créatures ciblées que vous contrôlez gagnent vigilance et +X+X, où X est le nombre de créatures que vous contrôlez. Donc ça peut être fun, mais il faut d'abord qu'on vérifie si on a assez de jetons. La Reine des Neiges. Oui, Elsa. Enfin, voilà, soyons honnêtes, il n'y a aucune subtilité, c'est Elsa. Enfin, d'ailleurs, il y a eu 2 Elsa dans Magic, mais on y reviendra peut-être une prochaine fois. 2-3. Quand elle inflige dommage de combat à une créature, engagez cette créature, elle ne se dégage pas à la prochaine étape de son contrôleur, c'est pas mal. Et c'est une 2-3 pour 3, donc ouais, c'est intéressant. Pour 2, engagez la créature ciblée, elle ne se dégage pas à la prochaine étape, pour 2. C'est pas mal, c'est pas incroyable, mais ça marche plutôt bien. Realm Cloaked Giant, 7-7 vigilance pour 7. Alors, ouais. Détruisez tout ce qui n'est pas un géant pour 5. Et ben en vrai on va le prendre parce que ça nous fait un rasboard sans avoir besoin de prendre un emplacement de carte en fait. Ce qui est cool. Même si malheureusement on le rentabilise pas à fond parce qu'on ne joue pas des géants principalement. Typiquement moi je l'ai dans mon deck géant, c'est trop marrant. Rose Tornacolite, pour 1 générer un mana de n'importe quelle couleur. Et pour 2-3 pour 3, générer un mana de n'importe quelle couleur en l'engageant. Trop bien. Dragon de Saphir, 5-6 pour 7. Vol, quand il attaque ou bloque, regarde. Acceptable. Pour 3, contrecarrer le sort non créature ciblée. Très acceptable. Sea Hag, 3-5 pour 5. Quand il entre sur champ de bataille, les créatures que vos opposants contrôlent gagnent -4/-0 jusqu'à la fin du tour. Elle aurait le flash, ce serait incroyable. Mais du coup, c'est pas fou. Pour 3, jusqu'à 2 créatures ciblées et gagnent chacune +1/+0 jusqu'à la fin du tour ne peuvent pas être bloquées ce tour-ci. Son effet est intéressant, mais ça c'est vraiment pas fou, et elle est elle-même pas hyper bien équilibrée. Berger de la flotte, enfin berger du troupeau, 3-1 pour 2, ok, ouais. Pour 1, renvoyer un permanent ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Ça peut faire des trucs, ça peut. 2-1 pour 2, humain, ok. Pour 3, la créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, dégagez-la. C'est un peu cher pour ce que c'est. C'est un peu cher pour ce que c'est en vrai. Hein. Et ça fait pas grand chose de plus. Stormcelt Vanguard. Il ne peut pas être bloqué par des créatures qui ont 2 ou moins en force, et c'est une 6-7 pour 6. Ça c'est bien ça, ça c'est très bien. Et pour 2, détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé. On aime ça, on aime beaucoup. Dragon Serpent, il ne peut pas être bloqué tant que vous avez lancé un sort non créature ce tour-ci, 6-6 pour 7. Mais il peut être imbloquable, donc ça peut être très fort.
Pour 2, renvoyer une carte de renvoyer la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Je vais y arriver à parler. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut être bien. Après, je rappelle, hein, on met plein de trucs, mais on fera du ménage après. Tempest Art. 3-4 piétinements. À chaque fois que vous lancez un sort qui coûte 5 ou plus, mettez un marqueur +1/+1 sur le Tempest Art. Ok. Piocher 2, défausser 2. Donc c'est du loot 2. Ça, c'est pas dingue. Hein. Vraiment. Puis ça, c'est trop rare, en fait. Enfin, c'est potentiellement trop rare. Sweep and click. 3-3 vols pour 4. Excusez-moi. Sweep and click. 3-3 vols pour 4. C'est léger. Pour 2, détruisez la créature engagée ciblée. Enfin, pour 3. C'est un peu spécifique, mais en vrai, ça peut aider. Ça peut aider pas mal sur les créatures qui ont des capacités, déclenchées qui sont... Enfin, activées, pardon, qui peuvent être un peu chiantes. Tlinkali Hunter. 7-7 pour 7, piétinement. Une fois par tour, vous pouvez payer 0 plutôt que de payer le coût de mana d'un sort de créature que vous lancez depuis l'exil. Oh, il me permet de lancer des trucs gratuits depuis l'exil. Ça, pareil, ça peut aider à résoudre notre problème avec les grosses créatures comme le Swordcore Serpent, le Géant Warrior ou les dragons. Enfin, c'est un dragon d'ailleurs. Ça peut être très utile. Et pour 2, exilez la carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer cette carte. Et du coup, si ensuite je le joue lui, après lui, il me permet de payer ce que j'ai exilé avec ça pour 0. C'est fun. 6-5 pour 6. Ok. Pour 4, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Ouais, enfin du coup c'est cher pour pas grand chose, en vrai. Pour 3, cherchez dans votre bibliothèque une carte de docteur, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Où est-ce qu'on joue pas docteur? Lancez ce sort uniquement si vous contrôlez 2 docteurs ou plus. Prenez un tour supplémentaire après celui-ci, exilez ensuite Twice Upon a Time. Oui, bah on joue pas docteur donc non. Swift Spiral pour 2, exiler la créature non jeton ciblé, renvoyer sur champ de bataille. Bon, on bump parce qu'on le renvoie au début de la prochaine étape de fin. Et sinon, c'est une 4-4 pour 4. Vol Vigilance Parade 1. Bon, ça marche bien. Hein. Donc ça, c'est un jeton maudit. Et on engage une créature et on la maudit. 3-4 pour 4. Ouais, la rentabilité est un peu par les fenêtres. Hein. Alors, les vertus. La vertu de connaissance. Pour 2, je copie une capacité activée ou déclenchée. Puis pour 5, en enchantement, si un permanent sur champ de bataille, entrant sur un champ de bataille cause le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que je contrôle, ça se déclenche une fois supplémentaire. C'est fun. Lui, pour 2, je crée un jeton, chevalier de 2, avec la vigilance. Et pour 5, au début de mon étape de fin, je mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle et je dégage toutes ces créatures. On aime. Vertu de force, pour 7. Si je devais engager un terrain pour du mana, je produis 3 fois cette quantité de mana. C'est rigolo ça. Et pour 1, je renvoie une carte de créature ou de terrain ciblé depuis mon cimetière dans ma main. Oui. Woodland Acolyte. 2-2 pour 3 quand il entre sur champ de bataille, piocher une carte. C'est pas hyper équilibré, mais ça va. Pour un vert, mettez la carte de permanent ciblé depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Ouais, alors il fonctionne un peu, mais il galère avec lui-même, donc c'est chiant. 3-3 vols pour 5, pas du tout rentable. Enfin, vraiment pas. Pour 2, regard 1, puis piocher une carte. Autant mettre un OPT, ça prend un mana, et puis au moins, ça prend... c'est pas une galère sans nom. Bon. On a 50 cartes. 50 cartes, et comme on peut voir, on a quand même pas mal de trucs blancs intéressants. Donc, déjà, ce qui concerne les humains, on a quoi? On n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. Donc, l'autre qui réagit à l'humain, le Carvanista, on va passer notre tour. Ensuite... Power égale 1. Pas beaucoup non plus.
Bon, du coup, clairement, elle, on peut l'enlever. Donc, le Love Struck Beast, il y a trop de risques qu'on ne puisse pas y faire grand-chose. Parce qu'en vrai, ce que je dois tester techniquement, d'ailleurs, c'est POW égale 1, and égale 1. J'ai mal écrit pour l'endurance. Ah oui, non, c'est Toughness, pas endurance. C'est TOU. Ouais, il y a 3 cartes. Donc, vraiment, ça servait à rien à garder. Ça, des jetons. Pas beaucoup de jetons. Donc ça vire. Et ça, en vrai, du coup, comme on joue pas tellement sur le truc, ça va pas être intéressant. La nourriture. Au final, la nourriture, on n'a pas grand chose. Donc, cela, on va s'en passer. Lui, il se joue tout seul depuis le cimetière, donc c'est quand même vachement marrant, en vrai. Lui, le problème, c'était le mana, sauf que du coup, c'est potentiellement réglé. Et lui, le problème, c'est le cherche-terrain et la puissance de terrain. Du coup, en vrai, lui, il y a trop de risques qu'il soit pas fou. Donc, on va plutôt le virer. Lui... Alors, le problème, c'est que lui, si j'utilise son flash, du coup, il me sert à rien. C'est un peu chiant, en fait. Il n'y a pas trop de patterns où c'est intéressant. Et même si c'est une 6-6 par A2, ce qui est fun, en vrai, il va pas être hyper pertinent dans le deck non plus. Ok. Donc ça, c'est une chose. Ensuite. Comment qu'on va faire ça? Comment qu'on va faire ça? Comment on va faire ça? On va commencer par ce qui est le plus cher. Donc les vertus sont chères, c'est normal. Ça nous aide à jouer tranquille, donc c'est bien. En vrai, je m'apprête à éliminer des trucs, mais... Techniquement, je suis aussi à 15 cartes du commandeur. Enfin, 15 cartes non-terrain, je parle. Oh! Et vous savez quoi? Ça va être encore un commandeur. Pourquoi un commandeur? Parce que de manière très simple, là, il me manque 15 cartes à ajouter sans compter les terrains. Vu la courbe de mana, c'est pile ce qu'il me faut pour pouvoir mettre tout le nécessaire de génération de mana sous forme de mana rock. Parce qu'en vrai, de la copie de ça, on en a déjà plusieurs dans le deck, donc c'est même pas pertinent qu'on vienne ajouter. On pourrait ajouter un Odric, mais... Le problème, c'est que Orzhov, ça va pas être notre couleur, quoi. Orzhov, ça va vraiment pas être notre couleur. Déjà, je vais pas pouvoir mettre le Mosswood Dread Knight alors qu'il est drôle, mais je vais pas pouvoir le mettre. Donc l'Orzhov, malheureusement, on pourra pas l'ajouter. Désolé DualShock, si tu regardes cette VOD, tu comprendras que je ne peux pas grand chose. Donc, passer sur... Non, pas les color tags, les catégories. Voilà. Il y a chier de créatures, hein, évidemment. Donc... On va faire... Alors déjà, Bant, on avait déjà fait le package de... le card package, donc on peut faire Mana Bant. Je change le nom d'ailleurs, parce que j'ai pas mis. Ça attendra. Ok, donc ensuite, on va prendre ça. On va faire Edit. Ramp. New catégorie. Create. Play change. On va essayer, je vais bien essayer, de gagner du temps. Donc...
And white. And... Je suis en train de faire une bêtise là. Je suis en train de me dire, je vais juste me ressortir les 3 mêmes cartes qui sont dans mon package. Oui, c'est ça, je suis un idiot. Je suis un idiot. Voilà. Donc. Ouais, non, on va le faire via... On va le faire les artefacts d'abord et on fera les terrains via le reste parce que sinon ça va être un enfer. Ça va être infernal. Donc, on va avoir besoin. Le Stone Locket signé pour chaque couleur. On pourrait prendre ça, mais en vrai, c'est pas pertinent. On s'en fout un peu. Stone Locket signé. Stone Locket signé. Voilà, on a les 3. 3, 9. Ensuite, on a les talismans. Enfin, ok, 12. Et après, il me reste ce qu'il y a dans les cartes package. À savoir les rocs habituels. Donc, Sol Ring, Arcane Signet. Je pourrais mettre un Fellwar Stone, mais c'est pas pertinent. Commander Sphere. Et c'est déjà pas mal comme ça, parce qu'on n'a pas tellement de pioches, donc le Tooth Vessel sera pas utile, ni le décanteur d'Endless Water. Ok, bon déjà, avec ça... Alors, Select All, sauf ça, sauf ça... Et ça. Le reste, on va tout éditer ça dans le ramp. J'ai 16 rampes, ce qui est énorme, évidemment, mais qui est malheureusement pertinent au vu du prix potentiel du deck. Voilà, alors ça fait que j'ai un peu moins de terrain, en vrai. Alors remarque, du coup, je pourrais peut-être en retirer une partie. Genre, je pourrais retirer tous les loquets. En vrai, ça se fait. Comme ça, je limite la quantité de trucs qui coûtent 3. Ouais, je vais laisser les Clowstones quand même. Ça fait 65. Ce qui veut dire que ça me fait 35 terrains. Donc, juste ce qu'il faut pour que ce soit propre. Et donc, à partir de là, on va aller chercher les packages de terrain. Et on va dire bonjour. J'ai besoin de Painland. Alors... Noir et rouge, c'est non. Noir, 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 noir. Rouge. Ouais. Noir. Rouge, rouge, noir, rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge, noir, rouge. Noir, noir. Non. Rouge, noir, noir, rouge, rouge. Non. Parce que ça, c'est les deux double opponents, c'est chiant. Ça, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, noir, rouge, rouge, noir, ouais, rouge, noir, ouais, rouge, noir, ouais, rouge, noir, ouais, noir, rouge, noir, rouge, rouge, noir, ça oui. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Non, ça c'est rouge. Noir et ça, oui. Voilà. Ensuite, on fait la même chose sur le pattern en dessous.
rouge, ça, c'est engagé, 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 c'est engagé. Engagé, 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 engagé. Oui. Non, noir, noir, rouge, engagé, exception, exception, engagé, 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 engagé. Ça j'ai déjà mis. Engagé, engagé. Oui mais ça exception. Engagé. Engagé, 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 engagé. Ça, si, ça c'est fun. C'est très pratique. Ça engagé, c'est engagé, c'est engagé, 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 engagé. Ça rouge. Ça rouge. Ça engagé, c'est engagé, c'est engagé. Et en plus noir. C'est engagé, c'est engagé. C'est engagé, c'est engagé, c'est engagé, en plus noir. C'est rond. La rouge, ça c'est déjà mis, ça c'est rouge, ça c'est rouge. Ça c'est engagé, rouge noir. Non, ça spécifique. Et voilà. Alors, niveau terrain. Est-ce que j'ai le... Ouais, je l'ai aussi. Ok. Pourquoi j'ai une basilique d'Orzhov qui s'est retrouvée là? J'ai l'Azorius, j'ai la Simic. Il me manque là... Non, le Celestia Sanctuary est là. Parfait. Ok. Donc ça, on est bon. Et donc maintenant, sur les terrains, il me manque 20 terrains. Je postillonne comme un gros porc en plus. Du coup, les petits dés, vous connaissez. On fait les pips. Commencez à connaître le jeu un petit peu maintenant. Alors, non, c'est les verts d'abord. 40. Tombe bien. Pile 40, j'aime beaucoup. J'aime les chiffres ronds. Ensuite, le bleu, on a dit 34. Voilà, et enfin le blanc. Juste le blanc. 34 également. Donc on a un tout petit peu plus de vert que de reste. Voilà. Alors, sachant que, évidemment, les pips ne prennent pas en compte le prix des aventures. Enfin, je crois pas. Donc, c'est piégeux. Par essence. Faire attention à ça. Donc, faut se donner une certaine marge. Donc, faut qu'on rentre tout ça dans 20. Bon, bah déjà, 40 sur 2, ça fait 20. 34 sur 2, ça fait 15 et un 16. Donc là, pareil, 16. Ensuite, on va rediviser par 2. Ça fait 8. Et du coup, ça aussi. 20, ça fait 10. Donc là, j'en suis à 26. 26, bah, je vais en enlever 2 de chaque. Donc lui à 8, lui à 6, lui à 6. 6 et 6, 12. 12 et 8, 20. Je suis impec. Donc j'ai besoin de 8 forêts. Sicile. Comme l'île. De Sicile. Mon dieu, ça fait trop de fois île. Et 6 plaines. Voilà. Et on a nos 100 cartes. On a encore fait un commandeur. C'est vrai. Et que voulez-vous, il y a plein de trucs disponibles et c'est marrant, donc on en profite. Voilà. N'hésitez pas bien évidemment à proposer vos propres decks dans le topic qui sera créé à la suite avec ce deck-ci. Alors, j'ai juste besoin d'aller là-dessus. Un nouveau poste. Ah. Jour 16. C'est le jour 16. Aventure.
Voilà. Impeccable. Ça, c'est un mis à jour. Ça, c'est posté. Parfait. Je vais juste enlever les notifications parce qu'il y a plein de monde qui a lancé. Il y a plein de monde qui bug dans tous les sens. Hop. Voilà, merci. Impeccable. Du coup, donc ça, c'est posté. Donc on a notre deck aventure. Même si, bon, il est un petit peu bancal sur certains abords. Mais globalement, il est là. Globalement, il fonctionne. Et alors après, c'est pareil. Là, j'ai vraiment calé tout ce qui était aventure un peu comme ça là-bas dedans. En vrai, il faudrait un meilleur équilibre entre l'aventure et ce qui réagit à l'aventure. Donc tout ce qui est réagir à l'éphémère ou rituel ou des trucs comme ça. Faut pas hésiter là-dessus à aller sur... à aller voir du côté de Strixhaven. Puisque, à la manière d'Auric d'ailleurs, le Magecraft, c'est ça que je cherchais, est une capacité qui, donc par exemple en bande, hein, parce que c'est la couleur qu'on avait, qui réagit au fait de lancer ou de copier un sort d'éphémère ou de rituel. Donc, et l'idée c'est que à chaque fois que vous faites ça, donc vous lancez un sort ou que vous le copiez, d'éphémère ou de rituel, il va se passer un milliard de choses. Piocher une carte, gagner plus de plus 2, mettre un marqueur +1/+1, gagner +1/+1, il y a quoi d'autre? Gagner +1/+0, on va avoir quoi? Regarder les 3 premières cartes de la bibliothèque et prendre un terrain parmi elles. La créature ciblée devient 8/8 par défaut, ce genre de choses. On n'a pas forcément des milliards, mais on en a. On en a un peu qui permettent de faire des trucs. Donc faut pas hésiter à aller scouter dedans et voir s'il n'y a pas des trucs un peu marrants à mettre en place. Typiquement le Spell Satchel, qui met un marqueur livre à chaque fois que vous faites un sort, et vous pouvez retirer un marqueur livre pour faire un mana incolore, ou 3 marqueurs livres en payant 3 pour piocher une carte. Donc ça peut faire un petit peu de rentabilité comme ça à long terme. Il y a plein de petits trucs, faut pas hésiter à regarder un petit peu comme ça. Voilà. Voilà pour le deck d'aujourd'hui. Du coup, c'est ici qu'on va se séparer, en tout cas pour la première partie du live. Hop, merci à tous d'être venus. Je vous invite et bien évidemment à revenir dès demain soir 20h, ou enfin en tout cas le prochain soir à 20h si vous êtes encore le mois d'octobre. Sinon tout est déjà fini, j'en suis désolé. Pour nous aider à faire les nouveaux decks. Demain, donc ce soir, si vous regardez cette VOD à sa sortie, le prochain deck sera le deck Citrouille. Alors ça par contre je sais pas du tout comment je vais le faire. Ça va être un peu galère. Ça va être un peu galère. Va falloir qu'on soit inventif là pour le coup. Donc je sais... en vrai je sais pour l'instant pas du tout comment je vais faire ça. On risque sans doute de devoir le détourner salement pour réussir à faire quelque chose. Mais bon, on verra ça à ce moment-là. Du coup, je vous laisse avec ça et je vous souhaite une bonne nuit les oursons.